le chef d'orchestre n'autorise pas aucun député parmi eux, ils n'ont pas les couilles. Même les députés de l'opposition? Mais les députés de l'opposition veulent le faire. Mais ils sont en minorité. Ils sont en minorité. Que peuvent-ils faire? En réalité, la balle est dans la La balle est dans le camp de la mouvance présidentielle. Et la balle est dans le camp. Mesdames et messieurs, amis du bout des ondes, bienvenue dans votre émission Free Speech. Les enjeux, Bénin politique, les enjeux de 2026, c'est le thème que nous allons passer en revue au cours de 52 minutes de votre émission. Et ce jour, nous allons donc faire le tour de l'actualité politique en ayant un regard critique sur 2026. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Jean-Baptiste Hungay, il est le président du Parti populaire panafricain, PPP. Avec lui, nous allons voir les enjeux de 2026, les tenants et aboutissants. Il est membre du bloc républicain, mais nous allons essayer de voir son parcours et son analyse de cette actualité politique. Et dans ce studio, je suis avec Landry Ouetton. Landry, bonjour. Bonjour, Valentin Adibocha, Jean-Baptiste Hungay, bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce somptueux studio de Speedline TV, une émission que vous suivez hier. Aujourd'hui, vous êtes sous le feu de la rampe, je dirais, et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio. Nous irons très très vite. Hein. Jean-Baptiste Hungay, vous allez nous dire, c'est qui Jean-Baptiste Hungay pour ceux qui ne vous connaissent pas? Jean-Baptiste Hungay est un ingénieur de formation. Et c'est lui qui a été le président de la coalition Bénin en route. Et après les congrès de dissolution de chaque parti et coalition, nous avions créé ensemble le bloc républicain. Par la suite, suite à des déboires judiciaires, politiques, à la fin de ces déboires, j'ai décidé de créer le Parti populaire panafricain avec des amis avec qui nous avions créé la coalition Bénin en route. Donc nous sommes sortis du bloc républicain pour aller créer ce parti qu'on appelle Parti populaire panafricain. Alors lorsqu'on parle de Parti populaire panafricain, il s'agit exactement de quoi? Il s'agit d'offrir une nouvelle offre au peuple béninois. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis les indépendances, en passant par la conférence nationale de 90, le système qu'on a toujours mis en place ne donne que les mêmes résultats. C'est le système colonial, c'est le système qui n'apporte pas un développement serein, c'est le système qui ne fait pas bouger les nations. Fort de ce constat, nous avions décidé d'innover, de créer un parti qui a pour devise essentielle de l'altruisme. L'altruisme dans tous ses sens. Parce que nous avions compris que pour transformer ce pays, il faut que chacun se donne. Il faut que chacun doit se dire quelle est ma part de choses que je dois faire dans cette nation pour que cette nation prospère. Quand vous étiez en train de créer Bénin en route, c'était quoi l'objectif? On a créé le Bénin en route parce qu'à l'époque, le président Talon venait d'arriver. Nous l'avions amené au pouvoir. Et quand je dis nous, c'est la jeunesse en majorité. C'est les sans-abri. C'est les banabana qu'on appelle aujourd'hui. C'est des gens sans trop de bagages politiques. Nous avions estimé que le nouveau président qui est élu, on ne peut pas le laisser à volo. On a décidé de créer disons, une plateforme, de créer une machine de relais de ces actions, de créer quelque chose pour le soutenir dans tous les domaines. Et c'est ce que nous avions commencé et ça a porté ses fruits. Malheureusement, ça a été mal compris, ça a été mal interprété. Et aujourd'hui, ce qu'on avait décidé de faire dans le temps, c'est ces choses-là qui sont en train de faire aujourd'hui à travers les ministres conseillers qui se promènent partout pour
vulgariser les actions du gouvernement pour parler de ce qui est en train de se réaliser. C'est le travail que la coalition Bénin en route faisait. Mais si vous le permettez, tout à l'heure, à l'entame de de la discussion, vous avez dit que vous avez connu des déboires. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit d'une affaire venue de nulle part où j'ai été arrêté, emprisonné, et j'ai passé 18 mois. Je suis sorti et je suis avec vous aujourd'hui. Ça fait bientôt Vous ne voulez pas nous parler, vous ne voulez pas nous parler de cette affaire-là dans le fond? Il s'agit d'un coup politique, d'une vengeance politique. C'est vous qui le dites. À mon encontre. Je ne veux pas aller loin. Mais comme moi, je suis un enfant de Dieu, à Dieu la vengeance, et Dieu est en train de me venger, fort heureusement. Alors, lorsque vous avez mis en place Bénin en route, on avait vu une forte coalition de jeunes qui d'ailleurs provient de tous les secteurs. Et donc ces jeunes-là ont été d'ailleurs les enfants chouchous du système. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le temps? Non, il faut dire que, à notre entendement, quand un régime se met en place, il travaille avec ceux qui l'ont amené au pouvoir. Malheureusement, vous constatez avec moi que ceux qui sont là avec le président Talon aujourd'hui, c'est ceux qui ont ruiné ce pays avec le président Yahi Boni. Donc, si ce que Talon fait aujourd'hui, tout le monde apprécie, ne pensez pas que c'est l'œuvre de ceux qui l'entourent. C'est l'œuvre de lui-même. C'est lui-même qui s'est mis en chef d'orchestre pour réglementer les choses, pour mettre les points sur les i. Sinon, ils vont l'induire en erreur comme ils l'ont induit le président Yahi Boni en erreur. Tous ceux qui racontent, tous ceux qui recoulent, tous ceux qui bavardent aujourd'hui, ils étaient avec le président Yahi Boni. Nous, on a fait l'opposition à Yahi Boni. Aujourd'hui, nous amenons un président au pouvoir. Au lieu de travailler avec la jeunesse en majorité qui l'a amené au pouvoir, nous constatons malheureusement que c'est les repus, c'est les gens qui ont induit le président Yahi Boni en erreur qui sont avec lui et recyclés. Ils se sont recyclés et deviennent comme des caméléons qui changent du jour au lendemain. Nous rendons grâce à Dieu que nous sommes encore vivants et que le combat continue et continuera. D'accord. Nous allons peut-être à la fin de cette émission revenir sur la vision vraie même de votre parti, mais déjà nous sommes à quelques encablures de 2026. Lorsqu'on regarde un peu l'arène politique aujourd'hui, il y a un élément essentiel qui fait débat, le code électoral. Quelle est votre lecture de ce code électoral? Je l'ai dit partout où je suis passé, et que ce code électoral, il faut revoir ce code électoral. Si on ne revoit pas ce code électoral, je prie le bon Dieu et l'Esprit de Dieu de toucher le cœur de chacun pour qu'on revoie ce code électoral. Sinon, nous sommes en paix aujourd'hui. Nous respirons de l'air naturel. Nous n'avions pas de l'argent pour manger suffisamment, mais nous respirons quand même. Nous allons et nous revenons. Ce code peut amener des déboires à la nation. N'est-ce pas là un comportement alarmiste de votre part? Non, ce n'est pas un comportement alarmiste. Voir les différents articles contenus dans ce code électoral où on dit que pour lever des sièges au législatif, par exemple, il faut qu'un parti ait au moins 20% de suffrage dans chaque circonscription électorale. Oui. Quelqu'un l'a démontré la dernière fois, même si ce parti a 99% des voix et qu'il manque 20% dans une circonscription, il ne pourra pas lever les sièges. En tant qu'homme, en tant qu'intelligent, en tant que béninois, vous pensez que c'est normal? Il faut être fou pour croire que c'est normal. Mais je dis une chose, je prophétise, je dis une chose, que ceux qui ont écrit ce code, en passant, exclure les autres là, ils seront exclus. Parce que les élections de 2026 sera une élection de tout un peuple contre un homme. Et aucun homme, aucun régime n'a jamais gagné un peuple. C'est le peuple qui gagne toujours. Donc 2026, vous allez voir
si le code n'est pas revu, vous allez voir. Au-delà de cet article... Ceux-là qui ont fait des choses, oui. qui ont écrit ce code-là, aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils sont aux abois parce qu'ils avaient le PRD avec eux et ils croyaient que, bon, avec le PRD, ils vont faire razzia. Aujourd'hui, le PRD est en train de se déconnecter de ça parce que le PRD aussi a vu que ce qui va se passer, ce n'est pas bien. Ce qui va se passer va diviser le peuple. Ce qui va se passer ne permettra pas à chaque citoyen de respirer, de vivre en paix dans sa maison. Et le PRD est en train de prendre ses responsabilités historiques. Historiques. Et je demande à ceux-là, les va-t-en-guerre, les jusqu'au-boutistes, les terriféraires du régime, de la rupture. Parce que nous, on a conduit le nouveau départ, le régime de la rupture, de se ressaisir, de se ressaisir et de revoir ce code-là pour que les élections puissent se passer comme des moments de fête que nous avions toujours connus dans ce pays. Alors, lorsque vous parlez du code électoral, par exemple, hein, vous parlez de l'article 40, de l'article 93, de l'article 94. Et lorsque, à part cette affaire de 20%, est-ce que vous avez d'autres craintes lorsqu'on parle du code électoral? Non. Je n'ai pas d'autres craintes que ces articles incriminés, ces articles chrysogènes, hein, qui déstructurent la nation, qui déstabilisent le vivre ensemble. Il faut les stirper et permettre à tout le monde d'aller aux élections. Jusqu'à un passé. Il y a aussi le fait que au niveau du parrainage, je voudrais qu'on saute le verrou du parrainage. Parce que s'il y avait ce parrainage en 2016, le président, M. Patrice Talon, ne serait jamais élu président et on ne serait pas en train d'apprécier qualitativement ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Il y en a aujourd'hui qui souhaitent qu'il continue. S'il y avait ce parrainage en 2016, Patrice Talon ne viendrait pas au pouvoir. Et si les gens pensent que quand Patrice Talon va partir, et qui sont dans son camp et qui peuvent le remplacer, Patrice Talon est un homme qui a son aura, qui est irremplaçable, pas des individus que vous voyez là. Les gens se trompent d'époque et de temps. Donc, moi je souhaite qu'on débloque, qu'on désactive ces articles-là pour permettre au peuple béninois d'aller aux élections dans la paix et qu'on organise les élections dans la transparence, dans l'équité et que les vrais élus soient installés. Vous pensez que actuellement tout ce qui se passe dans l'arène politique n'est pas exactement ce que souhaiteraient les Béninois? Pas du tout. Pas du tout. La majorité des Béninois ne souhaitent pas le spectacle désolant qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui, à cause des miettes, passent sur les réseaux sociaux pour insulter des gens, pour faire chose là, je leur dis et je prophétise pour eux, ce que vous avez fait là, vous verrez le revers. Parce que le revers va arriver, le karma va arriver. Lorsque quelqu'un dit, par exemple, libérer les prisonniers politiques, qui dans sa famille n'est pas touché par ce phénomène. Lorsque quelqu'un dit, permettez aux exilés de rentrer chez eux. Depuis 1990, on a fini avec les exilés politiques. Est-ce que, si moi j'étais le président Patrice Talon, je donnais des conditions favorables à mes adversaires et je les ferais venir dans le pays pour qu'ils apprécient les merveilles que je suis en train d'opérer. S'ils ne sont pas là, comment ils peuvent apprécier ce que je suis en train de faire? Ils ne peuvent pas apprécier. Donc, moi, je souhaite que tout ce qui se fait là, tous les là, hein, que cela se calme, que les gens se ressaisissent, que les gens reviennent à eux-mêmes
pour que les élections de 2026 là, se passent dans la paix, dans la tranquillité. Et que notre vivre ensemble soit réhabilité pour que si je vois Landry, si je vois Valentin, si je vois ceux qui sont autour de vous, je puisse me sentir chez moi, je puisse me sentir tranquille, au lieu d'avoir peur. Aujourd'hui, la politique est devenue encore dangereuse et mortelle. Mortelle. Les enfants de la même famille se donnent des coups mortels à cause de la politique aujourd'hui. Pourquoi? Pour des miettes. D'accord, Jean-Baptiste Hunger, on vous aurait bien entendu. Mais tout à l'heure, vous suggéreriez qu'on saute le verrou du parrainage, alors que hier, vous avez souscrit à ce projet du système partisan où vous avez fondu votre coalition dans un bloc. Est-ce que le fait de sauter ce verrou ne nous renverrait pas dans un passé que, autant que nous sommes tous ici, nous n'avions pas forcément apprécié parce qu'il y a une multitude de partis qui vont peut-être se mettre dans le starting block? Pas du tout. Le système partisan, les réformes du système partisan que nous avons fait sur là, la loi a été votée. Après qu'on est venu parler du parrainage. Les deux lois n'ont pas été votées en même temps. Donc, d'où est-ce qu'est venu affaire du parrainage? C'est là qu'il faut se poser des questions. Dans la charte des partis, ce n'est pas mentionné qu'il faut un parrainage avant d'aller aux élections. C'est après. Donc, moi, je n'ai pas souscrit à ça. J'ai souscrit au système partisan et j'en suis fier. Je suis d'accord que les partis n'ont qu'à se regrouper pour former de grands ensembles, pour être des partis véritablement nationaux. Mais aller demander ne serait que rien que les députés ou les maires pour parrainer des candidats, c'est bloqué, c'est vissé, c'est exclu d'autres Béninois qui peuvent travailler pour ce pays, qui peuvent révéler ce pays, qui peuvent continuer l'œuvre entamée par le président Talon. Si il y avait, j'ai dit tout à l'heure, s'il y avait ce système de parrainage là, le parti Talon ne viendrait pas et serait en train de travailler que nous sommes en train d'apprécier aujourd'hui. Ça c'est clair. Donc, ce qui l'a amené, moi je souhaite que, avant son départ, qu'il ramène la barre à terre et savoir que nous sommes au-dessus de Dieu, que c'est Dieu qui décide et que lui-même a dit qu'il n'est pas Dieu pour savoir que ce qu'il dit, il ne peut pas y avoir des erreurs. Il a dit ça. Moi, je lui suggère, je lui demande humblement de ramener la balle à terre. Ce n'est pas encore trop tard pour bien faire. Celui qui va le succéder, Dieu va amener la personne et la personne ne va pas rejeter tout ce qu'il a fait. La personne va améliorer ce qu'il a fait et ira au-delà de ce que nous estimons. Voilà ce que moi je dis par rapport. Dites-nous la main sur le cœur. Aspirez-vous à être candidat si entre-temps on sautait le parrainage? Je suis candidat, je serai candidat. Et je sais que ces verrous vont sauter avant le jour J. Un appel à lancer pour ce code électoral afin que nous puissions passer à un autre sujet. Je dis que nos honorables députés, s'ils sont encore honorables, s'ils aiment ce pays, ils n'ont qu'à, comme un seul homme, se lever et aller plaider cela auprès du chef de l'État pour revoir certains articles. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va faire la relecture du code. C'est encore les députés qui doivent le faire. Pourquoi devrait-on penser que le chef de l'État... Ne jetons pas dans l'hypocrisie. Vous avez dit free speech. Oui. Si le chef d'orchestre n'autorise pas aucun député parmi eux, ils n'ont pas les couilles. Même les députés de l'opposition? Mais les députés de l'opposition veulent le faire. Mais ils sont en minorité. Ils sont en minorité. Que peuvent-ils faire? En réalité, la balle est dans le camp de la mouvance présidentielle. Et la balle est dans le camp. La seule personne qui a la clé,
c'est le président Patrice Talon. Ne pensez-vous pas que cela arrange cette posture aujourd'hui? N'arrange-t-elle pas plutôt ces députés au temps de la mouvance que de l'opposition? Parce qu'il y a un article du Code qui dit que lorsque la 10e législature ne sera pas installée, la 9e ne partira pas. Est-ce que ce n'est pas là le piège pour ces députés? Que ce soit ça là ou autre là, ils ne sont pas au-dessus de ce peuple. Et c'est le peuple qui va juger. Le peuple leur a conféré ce pouvoir de Oui, le décider. peuple leur a conféré ce pouvoir. Et j'ai dit, personne ne gagne le peuple. Le peuple est toujours victorieux. Vous pouvez mettre toute l'armée en branle. Le peuple finira par gagner. Et nous sommes dans le peuple. C'est pourquoi nous avons parlé de parti populaire. C'est-à-dire, ça vient du peuple. Et c'est le peuple qui décide. Alors, entre-temps, oui, si vous permettez, oui, voilà. vous avez fait un tour dans le BR puisque la coalition que vous avez mise en place s'est fondue dans le BR. Comment le séjour s'est passé et pourquoi avoir quitté le BR? Je voudrais préciser qu'avant la fusion, je dis bien avant la fusion, chacun avait son parti. Okay. Il a été demandé d'aller faire des congrès de dissolution. Nous, on a fait un congrès de dissolution de la coalition BR. Les autres partis aussi ont fait des congrès de dissolution. Ça veut dire que chacun est venu avec quelque chose à donner. Donc nous sommes venus pour donner et chacun a donné. Et nous avons créé ce parti qu'on appelle Bloc républicain. Bon, je suis sorti du Bloc républicain parce que je dis ma vision n'est plus celle qui est véhiculée. Je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Je n'en veux ni au président de ce parti, ni au vice-président, ni au secrétaire. Je n'en veux à personne. Je suis parti tranquillement et que je vis tranquillement. C'est tout. Alors, lorsqu'on parle du Parti populaire panafricain, c'est quoi ce parti véritablement aujourd'hui dans l'arène politique béninoise? Il est important de noter que ce parti est à la recherche de son récépissé. Okay. Parce que nous sommes dans la démarche pour le récépissé. Vous avez fait le congrès? On a fait le congrès le 12 octobre passé. Et la particularité qu'il y a chez nous, c'est qu'on n'a pas de mécènes. C'est des individus comme vous et moi, c'est le peuple qui cotise pour qu'on en arrive là. C'est pourquoi il y a un peu de retard pour l'obtention de notre récépissé. On espère que vous allez le faire dans la forme. Nous allons le faire dans la forme sans tricher. Sans tricher. Nous n'avions rien dit sur ce plateau. Puisque nous n'avions pas de l'argent à donner à qui que ce soit. Vous n'allez pas faire comme l'autre. Nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes. Nous faisons les choses suivant les règles de l'art. Donc, nous sommes en train de travailler. Ce parti est né pour conquérir d'abord le pouvoir. Et nous parlons du patriotisme, de l'éthique et de la fraternité. Okay. Ce parti, nous l'avions créé pour apporter ce qui n'existait pas. Nous disons par exemple dans ce parti que dès que nous serons au pouvoir, la vallée de Lomé, qui est connue de tous, que c'est la deuxième vallée après le Nil de l'Afrique, qui peut nourrir tout le peuple, et aller même à l'exportation. Notre objectif, c'est de transformer, c'est véritablement de lancer la transformation de cette vallée pour permettre au peuple béninois de s'autosuffire alimentairement et d'aller à l'exportation. Nous parlons aussi de la création de six zones agroalimentaires. On prend les anciens départements. On crée des ranges, on crée des centres de transformation de nos produits vivriers dans ces différentes zones industrielles pour booster l'économie du Bénin. Comme ça, il y aura de l'emploi suffisamment, il y aura à faire à tout le monde, il y aura à manger, le peuple va se suffire. Et là, on va maintenant à la conquête de ce qui est international. Les infrastructures, nous allons les réaliser à coût réel. À coût réel. Et nous allons les réaliser véritablement comme il se doit. Nous avions dit... Mieux que ce que fait Patrice Talon? Nous avions dit dans notre projet de société qu'il faut redonner à Porto-Novo ses attributs. Il faut construire des infrastructures
hôtelières, construire les infrastructures marchandes, construire les infrastructures routières complètement et ramener les institutions dans la capitale. Construire un aéroport de gamme internationale à Porto-Novo. Comme ça, Porto-Novo devient véritablement Porto-Novo. Dans quel espace? Y a-t-il l'espace à Porto-Novo? Il y a de l'espace à Porto-Novo. Pour reconstruire, il y a de l'espace à Porto-Novo. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce Cotonou, Porto-Novo, ça fait à peine... Dans ce Cotonou, oui. Hein, on prend des terres, des gens qui ont déjà construit hein, pour utilité publique. On fera la même chose là-bas, c'est à Porto-Novo. On sera obligé, mais on le fera dans les règles de l'art, avec le cœur et la sagesse nécessaire. On ne le fera pas de façon sauvage. On ne va pas exproprier les gens. On ne va pas exproprier les gens de façon sauvage. Quand on va mettre le programme en œuvre, on va sensibiliser les gens, on va lister la liste de ceux qui le projet a impacté et on va financer. On va les dédommager en conséquence. Il faut faire évoluer parce que Porto-Novo en a besoin. Porto-Novo aujourd'hui est vidé de tous ses attributs en tant que capitale. L'Assemblée nationale y est toujours. Quelques ministères y ont été installés. L'Assemblée nationale qui est toujours en construction depuis là. Nous n'allons pas ouvrir ce débat. Tout à l'heure, vous parliez des réformes agraires, de la politique agricole. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire ne découle pas déjà d'un projet existant, un projet, la GDZ? Non, la GDZ, là. Oui. Allez là-bas pour voir ce qui se passe. Vous y êtes allé? Je suis allé. Vous avez vu? Je suis allé. Je dis, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. À la GDZ? C'est vrai qu'il y a des choses qui se font là. Et je souhaite que ça soit pérennisé. Moi, je parle de réformes agraires. À la GDZ, on ne cultive pas, on ne fait pas de l'agriculture là-bas. C'est de l'industrialisation. On transforme les choses en tenue, en produits finis. C'est ce qui se passe là-bas. C'est différent de ce que nous faisons. C'est vrai, il peut y avoir un programme intégré que le gouvernement a aujourd'hui en matière de réforme agraire. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça devant moi. La CIPI? La CIPI. Oui. La CIPI, ça veut dire quoi? La CIPI, c'est la société aujourd'hui qui s'occupe du soja, de l'acajou, dans l'exportation. Est-ce que c'est de ça? Le soja, l'acajou, l'exportation. C'est fait ici au Bénin, c'est produit au Bénin. Le maïs, c'est nourricier. Il faut en produire en quantité suffisante. Le manioc, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ces produits qu'on parle. L'élevage, les produits de première nécessité. De première nécessité. Parce que si vous êtes un citoyen et que vous ne mangez pas, quelle réflexion vous pouvez mener? Les Africains étant trop centrés sur les céréales surtout, il faut en produire en quantité. Il faut en produire en quantité et aller à l'exportation. Si nous produisons assez de manioc au Bénin, dans notre Bénin là, le Nigeria va tout consommer. Le surplus. En dehors du Nigeria, il y a la Chine qui peut en demander en quantité. Or, nous avons une vallée qui peut produire cela sans beaucoup de difficultés. Donc, il faut lancer ces réformes agraires, permettre à la population de vivre aisément. Aujourd'hui, le maïs est cher. Il y a un moment où quelqu'un a dit que le maïs, c'est le Parce que vous qui avez le pouvoir d'achat, vous ne pensez pas à cela. Qui a le pouvoir d'achat? Vous. Vous êtes opérateur économique. C'est vous les hommes. C'est vous qui allez produire cela, ce n'est pas nous. Ou bien. Alors, donc votre parti, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, est en train de travailler sur ces aspects-là. Nous sommes en train de travailler sur ça. On a créé de petites commissions pour vraiment travailler. On a des experts qui viennent et pour voir véritablement la faisabilité de ces choses-là. Mais lorsque vous parlez, est-ce que dans votre discours, est-ce qu'il y a un langage nouveau? Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se disait depuis toujours? Mais j'ai parlé de l'altruisme. Vous savez ce qu'on appelle l'altruisme, c'est le don de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous voyez un comportement d'altruisme dans ce qui se fait aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand vous serez au pouvoir, vous allez refuser de prendre le salaire, par exemple?
Non, le salaire... L'ouvrier vit de son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Si je travaille, qu'on me donne mon salaire. Je ne veux pas comparer le Bénin à d'autres personnes. Je prends par exemple le Burkina Faso aujourd'hui. C'est un jeune capitaine de moins de 40 ans qui fait des merveilles. Et il prend les ressources du pays pour investir dans le pays. Aujourd'hui, si vous allez aux soins, dans les choses où avant vous payez 100 000, vous ne payez pratiquement rien pour vous soigner. Aujourd'hui, la réforme agraire qu'il a lancée est en train de produire ses effets, sans tapage. C'est un symbole que vous copiez? Si quelque chose est bon, il faut copier. Moi, je copie cela. Et en dehors de ça, il est dans une lutte pour la sécurité nationale de son pays. Et moi, je pense que c'est des exemples qu'il faut suivre. C'est des choses qu'il faut copier et les implémenter dans notre pays. Il faut vraiment donner du pain au peuple béninois. Il faut vraiment donner du pain au peuple béninois. Il faut éviter, disons, de surcharger nos maisons carcérales des Béninois. Pour un oui ou pour un non, on envoie les gens en prison. Je crois qu'il faut vraiment commencer par se ressaisir par rapport à ça et voir dans la mesure du possible la réconciliation avec le peuple béninois, la réconciliation avec la jeunesse, la réconciliation avec les couches défavorisées. Parce qu'en matière de couches défavorisées, il y en a trop. Vous pensez que pour un oui, pour un non, au Bénin, on envoie les gens en prison? Ça, c'est pas trop dire? En tout cas, moi, j'ai parlé, je ne veux plus en revenir là-dessus. Valentin, vous le permettez? Tout à l'heure, on vous demandait si vous allez prendre votre salaire, si vous étiez élu, vous avez dit bah, l'ouvrier. Mais il y en a qui ont été ouvriers qui ont refusé de prendre ce salaire. Je voudrais parler, faire cas de Maître Adrien Ngwedi. Premier ministre, en son temps, il avait refusé de s'octroyer ce salaire-là. Et donc, ça nous permet d'ouvrir cette brèche-là en même temps. Sur cette actualité, si vous le permettez, la guerre entre le PAD de Maître Adrien Ngwedi et l'UPA de Joseph Tchogbenou, quand on sait que les deux se sont vus il y a quelques jours et aujourd'hui ça s'enfle. Quelle est votre lecture de cette situation, vous qui êtes un acteur politique? Je dis qu'il y a eu mal donne de tous les côtés et c'est pourquoi il faut faire très attention quand on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on se dit que tout est permis et on laisse les petites choses s'échapper. Les détails. Les détails s'échapper. C'est les détails qui rattrapent aujourd'hui cette fusion. C'est les détails. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant de créer le Bloc républicain, chaque parti est allé à un congrès de dissolution. Et chacun a amené l'acte de dissolution. Chacun a amené l'acte de dissolution. Chacun a signé. Chacun a signé. Est-ce que ça s'est passé suivant les règles de l'art? C'est la loi qui le dit. Pourquoi les lois que nous-mêmes nous avions écrites, nous allons les violer? Et nous, parce que nous sommes au pouvoir, on donne un blanc-seing à un rassemblement, à un protocole, d'accord? C'est un piège de grande envergure. C'est un piège de grande envergure. Et je vais dire ceci, parce que nous n'avons plus assez de temps. Non, allez-y, allez-y. Oui. Donc, vous avez fait le truc là. Vous avez oublié l'essentiel et vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez d'avoir déjà conquis tout le ensemble. Mais aujourd'hui, la personne sort et dit « Ah, nous n'avions pas fait telle chose, nous n'avons pas fait telle chose. » Si moi j'étais le président Tchogbenou, je crois que lui-même il a été floué, il a été trompé. Non pas par le président Adrien Ngwedi, mais il a été trompé. Sinon, je connais... Il n'était pas le métronome au moment où cette dissolution, où cette fusion se faisait. Je dis il a été trompé. Hein? Il n'a pas été suffisamment chaud là, parce qu'il venait fraîchement de quelque part. Donc dans l'euphorie, il n'a pas pris les garde-fous pour en arriver là. Aujourd'hui, ce que dit le président Ngwedi, d'aucuns vont dire que le ministère a fait ceci. Lorsque le ministère délivre le récépissé de fusion aux deux parties, le ministère aurait pu leur demander, avant que je vous délivre ce document-là, allez faire les congrès de dissolution. Autrement dit, tout le contrôle n'a pas été fait sur toute la ligne. Aucun contrôle n'a été fait sur toute la ligne. J'ai dit que quand on est au pouvoir, on se croit tout permis,
on oublie les détails. C'est les détails qui rattrapent aujourd'hui. Et là, je vous assure, même si on force, même s'ils gardent le R là, ils vont garder une enveloppe vide. Et c'est dangereux. C'est comme si vous avez une femme qui dit qu'il ne vous aime plus. Mais vous forcez, vous dites qu'elle va rester là. Elle sera là, elle va faire des enfants dans votre dos. Dans votre dos. Et si vous ne savez pas faire, dans certaines familles, on meurt. La personne dit que séparons-nous dans l'amiable, de façon amiable. Mais moi, je serai à leur place, je vais applaudir. Parce que Diogbenou, c'est un jeune. Tous ceux qui sont dans l'UPR, la majorité, c'est des jeunes. Les leaders charismatiques sont déjà mis à la retraite, sinon au repos. Donc, il n'y a que la relève, la jeunesse, la relève après ces gens-là. Ils n'ont qu'à faire en sorte d'avoir leur électorat maintenant. Est-ce que ce n'est pas les 20% qui font peur? Si ça fait peur là, ils ont intérêt maintenant à revoir les articles là. Autrement dit, quel avenir vous prévoyez pour l'UPR? Non, moi je souhaite franchement, c'est vrai, il faut se rassembler. Mais laisser chacun, dans sa libre conscience, se rallier à qui il veut. Lorsque vous vous ralliez à pas de charge, à pas de menace, ça n'aboutit à rien. L'expérience de la vie nous prouve tout cela par aisance. Vous savez que dans ce UPR-là, il y avait les caciques du PRD qui ont quitté le PRD. L'Ungbedji, le PRD allait les revoir. Vous pensez que c'est le miel qui se passe? Ce n'est pas le miel, c'est le fiel. Et aujourd'hui, le pot au rôde est découvert. Si c'est le cas, tranquillement, pendant qu'il a encore temps, que chacun prenne ses responsabilités et va devant ses militants pour s'exprimer. Parce que tel que le truc évolue, on est en train de creuser un fossé entre les militants du PRD et l'UP. D'accord. D'accord. Si vous le permettez, jusque-là, le président Adrien Oumbedji n'a pas encore officiellement dit qu'il quitte l'UPR. Il n'a pas dit. D'accord. Mais maintenant, dites-nous, vous n'êtes pas du l'UPR, vous avez été Bloc républicain, aujourd'hui vous êtes PPP. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon votre compréhension, qu'est-ce qui peut avoir amené le président Oumbedji à vouloir se soustraire de cet ensemble politique? Selon vous, ça peut être quoi? Je ne suis pas dans l'esprit du patriarche. Okay. Il a certainement ses raisons. Parce que si vous connaissez le parcours du président Adrien Oumbedji, d'abord, il a commencé par demander la libération des prisonniers politiques. Vous vous entendez sur ce point-là? Oui. Il a demandé le retour des exilés, qui n'est pas impacté par nos frères qui sont partis en exil. C'est beaucoup de personnes, même y compris ceux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'on a ramassé les militants des autres pour créer les partis. Mais ces militants ne sont pas là de cœur. Ces militants-là ne sont pas là de cœur. Ils sont là de force, de fait. Mais ça ne peut jamais rentrer sur là. Il est temps encore maintenant pour reprendre les choses, pour refaire les choses et permettre réellement l'émergence de la classe politique juvénile, à savoir l'aile Diogbenou, l'aile ABT, l'aile, comment elle s'appelle, LD, PPP, LP, NFN, tout ça là, pour que vraiment ce pays puisse être recréer l'ambiance politique pour la paix dans le pays. Voilà, avant de continuer cette émission, on va marquer une petite pause publicitaire et on revient. Speedline TV, désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries.
Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Retour sur ce plateau, Président, vous, en tant que PPP, vous étiez en train de parler des réformes que vous voulez engager sur le plan agraire, les réformes en matière d'infrastructure. Ça, c'est pour le commun des Béninois. Vous avez parlé de l'altruisme. Quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs? D'abord, à court terme, parce qu'il y a des échéances dans quelques mois. Bien sûr. Nous sommes en train de recréer une coalition que nous appelons Troisième Voie, chapeautée par un parti qui a son récépissé. Lequel parti? Non, je ne veux pas le dévoiler ici. D'accord, allons-y. Nous avons assez de mouvements et beaucoup de partis en création qui sont en train de se mettre ensemble pour créer la Troisième Voie. Donc, sur la base de cette coalition, c'est vrai, ça ne s'appellerait pas une coalition Troisième Voie, on prendra le nom du parti, puisque c'est l'étoffe que nous allons porter. Mais nous allons aux élections pour lever des sièges de députés, pour lever des sièges des conseillers et avoir des mairies, des chefs d'arrondissement. Ça, c'est le projet. Le projet qui nous taraude aujourd'hui. Le plus imminent. Le plus imminent. Et nous sommes focus sur ça actuellement. Et nous ne refusons pas les revues de l'UPR, du BR, de LD. Et vous allez voir, ils vont venir. Et nous allons nous mettre ensemble. Surtout la jeunesse de ce pays. Nous avons besoin de se mettre ensemble pour terminer avec la guéguerre Yahi, Talon, Talon, Yahi. Nous avions dit que nous n'insulterons pas le président Talon, nous n'insulterons pas le président Yahi Boni, parce que les deux ont été de bons présidents pour nous, ils ont travaillé. Mais ils ont fait 10 ans. Chacun, l'autre va finir ses 10 ans. Le peuple leur a déjà bien donné. Maintenant, ils n'ont qu'à laisser la jeunesse prendre le relais pour amener le pays à bon port. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous allons le faire. Ce qu'ils ont fait, nous allons les garder. Ce qui est bien, on va les garder. Et en dehors de ça, nous allons transmettre le virus de la fraternité dans les cœurs, le virus de l'éthique dans les esprits, pour que ce pays puisse vivre au mieux de sa population. Vous avez parlé de la vallée de l'Ouémé comme étant un trésor dans votre projet de société, je le dis. Et comme ça, vous avez parlé de l'industrialisation. De quoi relève encore votre projet de société? Y a-t-il d'autres pans de ce projet que vous voulez nous révéler? J'ai parlé de la réhabilitation de la cité historique de Porte-Nouveau? Et j'ai parlé aussi du développement de façon équitable de toutes nos villes. Il n'y a pas une ville en plein essor et d'autres en arrière. N'est-ce pas là, n'est-ce pas là de l'utopie? Lorsque nous allons réaliser les 6 zones industrielles, comme je vous ai dit là, ça permettra de développer les villes environnantes pour empêcher les autres de monter vers la capitale. Ça se passe dans d'autres pays. Nous allons développer... Ça, ce n'est pas un projet de 10 ans. Non, même si nous n'arrivons pas à faire ça dans 10 ans, si le projet est prometteur, ceux qui vont venir, ils vont prendre la relève. C'est bien ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Pourquoi ne pas rester dans la continuité de ce qu'il est en train de faire? Oui. Non, il est en train de faire quoi? Développer la ville. Il ne l'a pas fait. Selon vous, il ne l'a pas fait? Non, il est en train de travailler. Je n'ai jamais refusé. Je dis, il est en train de travailler. Pourquoi avoir créé une troisième voie au lieu de s'inscrire dans sa dynamique? Non, parce que lorsque le président Patrice Talon va partir, il n'y a personne. Je dis bien personne. Vous êtes là? Non, je dis il n'y a personne dans son camp là. Pour continuer ce qu'il va continuer. L'aura n'est pas transmissible.
Et dans PPP? Dans PPP, nous avions fait la somme de tout ce dont nous avons besoin, ce dont le peuple a besoin, sérieusement. D'abord, il faut nourrir le peuple d'abord. Il faut donner un toit, l'autosuffisance alimentaire, un logement, un mieux-être à la population. Les 5 besoins fondamentaux. Les 5 besoins fondamentaux. Ensuite, il faut penser maintenant à l'industrialisation et faire des choses. Par exemple, ce qui se passe dans les pays développés, le Bénin en est capable. Le Bénin en est capable. Le Bénin est capable de faire. Et nous allons impulser cela. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est déjà en route. Comme nous avons dit, le Bénin est en route là. On est toujours sur la route depuis. Hein? Le Bénin est en route déjà. Ouais. Et nous allons l'amener vers sa félicité. Nous allons amener le Bénin vers sa félicité. Alors, lorsque vous tendez la main aux démocrates, vous tendez la main à l'UPR, vous tendez la main peut-être au BR, est-ce que vous n'avez pas peur que ceux qui ont géré les choses depuis la Conférence nationale des sports vivent? Quand je tends la main là, ceux à qui je tends la main le savent. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui ne se retrouve pas ni à la mouvance, ni dans l'opposition. Je fais appel à cette jeunesse-là, que nous sommes là, nous construisons. C'est ça qu'on appelle la troisième voie. Nous construisons la troisième voie, la voie du développement, la voie de l'émergence, la voie de la construction du Bénin nouveau. Alors, au-delà de cette politique-là, de quels moyens disposez-vous pour réussir votre mission? Nous avons les hommes d'abord, les hommes volontaires. Et les moyens vont suivre. Lorsque un peuple est décidé, les moyens arrivent. Est-ce que ce n'est pas un peu un rêve? Ce n'est pas un rêve. Lorsque vous êtes décidé, lorsque vous êtes décidé, hein, lorsque vous êtes décidé à faire quelque chose, moi, je suis venu dans votre studio aujourd'hui. Je ne vous promets rien. Mais comme je suis venu, j'ai vu les merveilles là. Vous allez voir, même si je n'arrive pas à manger, je vais contribuer à son essor. Que de vous entendre. Amen. Oui, par rapport, vous le permettez, Valentin Diboucha, par rapport à votre projet, est-ce que vous n'avez pas pensé au système éducatif pour nous permettre de faire la descente de cette émission? Au plan éducatif? Au plan éducatif, qu'est-ce que vous avez? Tout est... Ça dit... le temps nous manque pour que je puisse développer notre... Vous allez revenir sur ce plateau forcément un autre jour. Sur le plan éducatif, nous pensons que depuis la maternelle, il faut amener les enfants à savoir faire quelque chose, à savoir s'orienter depuis leur enfance, leur bas âge, et faire en sorte que la formation soit couplée avec l'enseignement que nous donnons aux uns et aux autres. Aujourd'hui, il faut créer, comme l'a su bien faire le régime actuel, il faut créer des centres de formation suffisants pour permettre que la jeunesse de demain puisse savoir quelque chose faire. Autrement dit, vous tissez votre corde au bout de la bonne partie de la corde. C'est ça, je dis que nous ne rejetterons pas tout ce qui est fait. Nous prendrons toutes les bonnes choses et nous allons continuer le chemin. Alors, lorsqu'on prend ce parti-là, vous avez fait le congrès constitutif. Vous pouvez nous parler un peu du bureau? Je suis président de ce parti et je dirige un bureau de 43 personnes et dont je ne peux pas citer tout le monde ici. Bien sûr. J'ai mon premier vice-président qui est Fidèle Dossou Dossé, mon deuxième vice-président qui est Assangbe Achille, troisième vice-président, M. Sessinou Niquez, le secrétaire général. Mais c'est des noms qui sont inconnus au bataillon. Hein. Justement, c'est de ça. Je dis que nous puisons du peuple. Parce qu'il y a des valeurs dans le peuple qui sont cachées. Nous allons faire éclore ces valeurs-là. Et vous allez voir. Lorsque vous allez prendre le pouvoir, ce ne sera pas de l'amateurisme. Lorsqu'on sait que ces jeunes n'ont pas c'est des gens qui ont fait leur politique. C'est des gens qui ont fait leur expérience. Hein? On n'a pas besoin de background politique pour gouverner ce pays. On a besoin d'être sincère, véridique. Ces gens-là, ils ont fait déjà leur expérience dans l'administration publique. D'accord. Ils sont des talents. D'accord. Et
On va les, en plus on va de les cela, utiliser, oui. leur carrière est marquée par l'éthique. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'à cette allure-là, on se retrouve encore à reprendre tout le bâtiment Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de faire vous voulez phagocyter un grand regroupement qui sera porté par un parti politique. À la fin du processus que nous entamons en 2026, on peut décider de créer un grand parti dans lequel il y aura des courants panafricanistes, des courants libéraux, des courants socialistes, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Les enfants sont en train de composer en tant que parents. Est-ce que vous avez... Je prie le Seigneur le Tout-Puissant d'envoyer son esprit d'intelligence, de rappel à tous ces enfants. Ils ont ma sympathie. Et je leur souhaite bonne chance. Et je prie pour ceux ou celles qui vont aussi au baccalauréat la semaine prochaine, pour que l'Esprit de Dieu puisse les conduire et qu'ils puissent apporter la joie dans le cœur de leurs parents. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Je tiens à remercier le promoteur de cette télévision. Speedline TV. Speedline TV. Line TV. Voilà. Je tiens à vous remercier Landry et Valentin parce que pour moi, c'était une télévision publique. Parce que tellement vous êtes scellés et tellement c'est bien apprécié. C'est le fruit du Saint-Esprit. Je souhaite vraiment y contribuer comme je le peux. Que et Dieu je vais y entende. contribuer. Que Dieu Bonne chance à la télévision. Merci bien. Et que Dieu protège tout ce qui est ici et accorde la longévité à cette télévision. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces 52 minutes avec le président du Parti populaire panafricain, le PPP. Désormais, avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur, vous aurez donc au chapitre des partis dans le starting block, le PPP. Avec son président, nous avons fait le tour, M. Jean-Baptiste Ungué, de l'actualité politique nationale et surtout de son parcours, de ce nouveau parti politique qui est en train de poindre à l'horizon et qui a des ambitions pour ce pays. On espère qu'avec la contribution de chaque fils, comme l'a dit le roi Guézo, chacun apportera sa pierre à l'édifice et boucher la jarre trouée afin que l'eau puisse rester pour le bonheur des fils et filles de ce pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Landry Wetton, merci. Merci, Valentin Diboucha. Monsieur Ungué, merci d'avoir été là. Merci, M. Valentin. Et donc, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission. Vous, quant à vous, on vous souhaite le bonheur et la joie dans vos maisons. Que le Bénin soit un havre de paix où coule le lait et le miel en abondance. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.